Monsieur le Président du Conseil de développement, cher Philippe, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Premier vice-président, Monsieur le maire de Vertou, Mesdames et Messieurs les élus nantais, Jeanne Sauter, Ali Rebou, que j'aperçois dans le fond, Julien Bainvel, que je salue, alors quand on commence la liste, je risque d'en oublier, donc je m'excuse par avance pour celles et ceux que j'ai oubliés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de développement. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir, pour ce qui est pour moi un moment important, un moment intéressant et, je l'espère, un moment de cheminement collectif. Merci à vous, Monsieur le Président. Je me disais en vous écoutant en introduction dire qu'il y a vraiment là un vrai espace d'intelligence collective et vous savez que j'y suis attachée. Merci à celles et ceux qui s'impliquent dans le Conseil de développement, notamment pour amener, je crois, quelque chose qui est absolument essentiel dans une société où tout va toujours plus vite, dans une société où parfois le système médiatique, chaîne d'information continue, fait qu'on est plus dans le règne de l'instantanéité et le règne de l'éphémère que dans celui de la construction, de la pensée sur le fond et de la remise en perspective. Et je crois que vous contribuez à remettre de la durée dans une métropole inscrite dans un monde en mouvement où tout va toujours plus vite, et ça me semble quelque chose d'absolument précieux et à cultiver. Alors je ne vais pas ce soir devant vous essayer de décrypter l'ensemble des mutations qui traversent la société française, européenne et au-delà. Je sais que vous y travaillez par ailleurs, mais ça me semble néanmoins important de peut-être pointer les interdépendances qu'il y a aujourd'hui entre un certain nombre de nos grands enjeux métropolitains et l'échelle mondiale. Peut-être simplement les pointer sous forme de questionnement. On est dans un monde qui bouge, je l'ai dit, dans un monde en mouvement, avec des mouvements qui peuvent à la fois être porteurs d'inquiétudes. Moi, en tant qu'élu de terrain, je sens ces inquiétudes qui traversent évidemment les questionnements des habitantes et des habitants, mais qui peut aussi être porteur d'opportunités. Le questionnement climatique d'abord. Je cite celui-là en premier, pas simplement parce qu'il est d'actualité. Ce qui s'est passé récemment nous le rappelle de manière extrêmement dramatique, mais j'y reviendrai parce que je crois que sur ce sujet, les métropoles sont et seront demain encore davantage en première ligne. La question démographique, ensuite, avec deux enjeux qui me semblent majeurs. Je sais d'ailleurs que le Conseil a parfois évoqué ces sujets. Le premier autour de la question du vieillissement, le second autour de la question des migrations au pluriel. Je ne développe pas plus, mais on voit là qu'il y a un deuxième mouvement, un deuxième questionnement qui traverse nos sociétés et l'interdépendance entre l'échelle métropolitaine et l'échelle globale. Le troisième questionnement que je voudrais pointer pour planter rapidement le décor, c'est évidemment autour des enjeux de transition économique. On voit bien comment la remise en plat d'autres modèles, la prise de conscience plus aiguë, je crois, d'une forme de finitude des ressources et notamment des énergies fossiles amène un certain nombre d'évolutions sur le champ économique qu'il nous faut appréhender au bon niveau. Et puis enfin, le quatrième et dernier point, mais il a été finalement déjà largement évoqué, c'est la question du mouvement démocratique. C'est la question de la questionnement démocratique et quelque part de la transition démocratique qui est, je crois, à l'œuvre aujourd'hui, puisque les trois premiers mouvements, les trois premiers questionnements que j'ai évoqués nous invitent, je crois, à repenser les paradigmes démocratiques de manière renouvelée. Je voudrais évoquer deux points qui sont, je crois, aujourd'hui notamment pointés. Que ce soit la question de l'autorité ou la question de la souveraineté, on voit bien comment les derniers enjeux que j'ai évoqués, écologiques, économiques notamment, viennent interroger ces questions, que ce soit encore une fois à l'échelle métropolitaine, mais en interaction avec la plus petite échelle de proximité jusqu'à la plus grande échelle globale. Donc c'est bien dans ce monde en mutation que nous nous inscrivons aujourd'hui, dans ce monde en mouvement. Mais le mouvement, ce n'est pas l'agitation. En tout cas, dans la 6e métropole française, est en dynamique, est en ressort, est en recherche,
être en créativité, être en ébullition permanente, ça ne peut pas être synonyme d'agitation. Parce que dans une grande métropole comme la nôtre, nous devons avoir un cap, une vision, et c'est évidemment cette vision que j'ai envie de partager avec vous ce soir en le disant d'emblée. Cette introduction n'a pas vocation à être exhaustive, à traiter tous les sujets, puisque je souhaite d'abord qu'on puisse garder du temps pour l'échange et entendre vos points de vue, vos regards dans la séquence qui va suivre. Vous le savez, je suis une passionnée des villes, une passionnée des métropoles. Je considère que dans une France parfois encore un peu trop jacobine à mon goût, parfois encore un peu trop centralisatrice de l'expérience qui est la mienne, les territoires ont un rôle particulier à jouer. Et les métropoles en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez cette chercheuse Saskia Saken qui a beaucoup écrit sur les métropoles. Je vous invite à regarder ce qu'elle produit parce qu'elle est une de celles aujourd'hui qui propose, je trouve, une vision questionnante sur les métropoles. Parce qu'elle tente à démontrer la force ambivalente qu'elles peuvent avoir. En disant d'un côté nos métropoles dans le pays, mais au-delà, parce que ces questions sont aujourd'hui européennes, concentrent une très forte part de la capacité de ce qu'elle appelle de haute valeur ajoutée, ne serait-ce parce que la société de la connaissance, la concentration des activités d'enseignement supérieur, de recherche, d'économie sont dans les métropoles, et en même temps, elle pointe le défi des métropoles d'aujourd'hui de continuer à inclure et non pas à reproduire des mécanismes d'exclusion. Je le cite parce qu'il y a là, je crois, un défi pour nous. Comment nos métropoles, qui sont, je crois, les locomotives de ce pays, aujourd'hui, continuent à intégrer, continuent à inclure. Et moi, je suis aussi attachée à voir que Nantes figure en tête des classements d'attractivité. Je vous invite à lire avec attention le prochain numéro de l'Express qui sortira prochainement. Je n'ai pas le droit d'en dire plus, donc je garde la confidentialité, mais j'en profite pour faire un peu de teasing. Vous verrez que nos résultats sont à nouveau extrêmement intéressants. Mais ce classement a pour moi du sens et pour moi intéressant parce qu'il va avec un deuxième, parfois mieux connu, qui est que quand on regarde les grandes métropoles françaises, sur le registre des inégalités, en prenant clairement le prorata entre les 10% des revenus les plus riches et les 10% des revenus les plus pauvres, la métropole nantaise est la métropole la moins inégalitaire, la deuxième étant Rennes. Il y a là quelque chose de l'ordre du Grand Ouest qui me semble à cultiver. Je mets volontairement en résonance ces deux types de référentiels parce que c'est ce qui fixe notre cap. C'est ce qui fixe cette vision. L'attractivité, la dynamique, la mise en mouvement a du sens, prend de l'ampleur, se nourrit parce qu'elle permet, parce qu'elle doit nous permettre de continuer à construire une métropole qui inclut, une métropole qui permet à de nombreux talents, à de nombreux citoyens de s'exprimer. Alors oui, je crois que l'avenir de la France s'écrit aussi, et peut-être même parfois sur certains sujets d'abord dans les territoires, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a dans les métropoles cette capacité à être des laboratoires d'expérimentation, d'innovation, mais aussi de changement d'échelle. J'insiste sur le changement d'échelle parce que quand on fait de la prospective, quand on travaille comme vous le faites sur ces sujets, on est attaché, et je le suis, aux questions d'expérimentation. Et en même temps, je le dis, sur certains sujets, si on veut vraiment avoir une ambition, je crois que le temps est venu de passer de l'expérimentation à l'essaimage, de l'expérimentation au changement d'échelle. Je prends un exemple dans le registre de l'économie circulaire, par exemple. Je crois que nous sommes dans ce moment-là. Il y a en France de nombreuses initiatives qui ont été prises. On doit maintenant pouvoir passer la deuxième, si vous me permettez cette expression directe. Dans nos métropoles, il y a donc cette capacité d'être des laboratoires d'imagination, à la fois de conceptualisation, de proposer une vision stratégique, mais de l'ancrer dans des actions quotidiennes, dans ce qui fait la différence, si je puis dire, dans la vie de tous les jours. Donc je voudrais vous remercier de contribuer à votre manière à faire vivre cette métropole en mouvement, à la fois dans les idées et dans les actes, parce que je crois que l'un va nécessairement avec l'autre. Je voudrais donc ce soir partager trois choses devant vous. Cette vision que je propose, le cap que j'ai fixé avec mes équipes pour la ville et la métropole,
mais aussi, dans un second temps, la manière dont je considère que cette vision doit s'appuyer sur un collectif citoyen que j'écris au pluriel, avec les enjeux de gouvernance et de recherche d'horizontalité. Quel rapport entre l'horizontalité et la verticalité? Je salue Bassem Assem, mon adjoint au dialogue citoyen, parce que c'est un sujet que nous évoquons souvent ensemble quand on refonde le dialogue citoyen. Ce sont évidemment des sujets qui viennent nourrir les débats entre démocratie représentative et participative que vous avez évoqué, Philippe, et que Gabriel Vitré a repris dans l'exposé où il nous a fait le retour de ce sur quoi vous avez travaillé. Donc d'abord la vision, ensuite la manière dont cette vision s'appuie sur une forme de citoyenneté renouvelée, et enfin comment tout cela doit s'incarner au quotidien dans la proximité. Voilà, si vous en êtes d'accord, le programme que je vous propose pour ce soir. Je crois que dans une grande métropole, une vision s'écrit à 30 ans. D'abord parce que c'est l'ordre de grandeur d'une génération. Il y a 30 ans, à Nantes, une équipe, quand je dis une équipe, pour moi c'est au sens large, pas simplement une équipe municipale, une génération, disons, d'acteurs politiques, d'acteurs économiques, d'acteurs culturels, d'acteurs associatifs, a proposé une étape de la vision pour Nantes, fondée, si je la résume à grands traits, sur l'essor de la culture, sur une conception engagée des transports publics qui amenait à repenser la question même de l'espace public et donc du monde de l'urbanité. Je crois que nous sommes aujourd'hui à nouveau dans un nouveau cycle où notre responsabilité, la mienne, est de contribuer à réinventer la ville, réinventer le territoire. En tout cas, c'est vraiment dans cette dynamique que nous nous inscrivons en nous appuyant sur nos acquis qui sont puissants, solides, déterminants et en même temps en cherchant à cultiver cette innovation. C'est cette idée qu'une ville, on ne se contente pas de la gérer. C'est la part d'imagination qu'on met dans cette gestion. La part d'utopie réaliste qu'on cherche quand on est maire d'une grande ville avec cette chance extraordinaire que nous avons à Nantes d'avoir tant d'atouts pour cultiver notre singularité, à la fois dans le chemin qu'on peut proposer et dans la traduction en actes dans laquelle on travaille. Cette vision, c'est d'abord celle d'une urbanité renouvelée. Je voudrais insister un instant sur ce point parce que c'est pour moi absolument essentiel. Cette urbanité renouvelée, elle s'inscrit d'abord dans un sujet dont nous avions parlé la dernière fois que je suis venue vous voir, puisque déjà à ce moment-là, je vous avais dit que l'enjeu de la réconciliation des Nantais avec leur fleuve me tenait à cœur. Eh bien, ce fil de la Loire, nous l'avons poursuivi. Gabriel Vitré a rappelé le grand débat citoyen que nous avons lancé. À l'issue, avec les 30 décisions prises à l'unanimité par les maires de la métropole, nous avons traduit en actes ce moment de démocratie collaborative et ce fil va se poursuivre. Je voudrais en prendre deux éléments fondamentaux. Le premier, à travers les 3 grands projets urbains qui sont ceux qui sont pilotés aujourd'hui par Jacqueline Hosty sur l'île de Nantes, par Bernard Reichen sur le Bas-Chantenay et par Frédéric Bonnet sur l'île de Nantes. On a la chance à Nantes d'avoir parmi les plus grands urbanistes français aujourd'hui qui se penchent sur notre territoire. Quelque part, avec ces projets, pour la première fois, le cœur de la métropole se retourne vers la Loire. Nous allons continuer dans cette perspective. Au mois de décembre, nous sélectionnerons l'équipe qui aura pour charge de travailler à nos côtés au devenir de la petite Hollande, avec évidemment cet enjeu d'interaction au cœur même d'une urbanité renouvelée. Nous sommes dans une nouvelle étape de ce point de vue-là. Historiquement, le centre-ville de Nantes reposait, comme dans toute grande ville, sur son cœur historique. Ensuite, l'étape de l'île de Nantes a amené une première évolution. C'est Marcel Smets, le premier, qui a parlé de cette idée de métacentre avec l'idée de pouvoir finalement agrandir l'espace du centre-ville. La troisième étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est ce cœur de la métropole qui est essentiel pour 2 raisons. D'abord, c'est ce qui doit permettre demain d'accueillir les grandes fonctions d'une grande métropole, CHU, enseignement supérieur, recherche. Et c'est un nouvel essor, une nouvelle étape qu'on se donne. Et dans le même temps, autour de ces questions de polarité, on réfléchit ce sujet à l'échelle des 24 communes, puisque que ce soit dans le cadre du PLH ou dans le cadre du plan local d'urbanisme métropolitain auquel vous êtes attachés, on travaille sur les polarités au pluriel dans les différentes communes. Donc
ça, c'est pour moi un des premiers enjeux autour de cette évolution de l'urbanité nantaise, du désir de la Loire qui finalement est en train de prendre forme, de s'incarner à travers des dimensions de nature extrêmement différentes. La deuxième inflexion que j'ai souhaité donner, c'est cette idée d'une place plus forte donnée à la nature en ville. La ville de demain, pour moi, elle ne peut pas être que minérale. Elle doit aussi être végétale. Oui, nous construisons une ville intense. Oui, nous avons des ambitions fortes en matière de logement. 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux. J'étais ce matin avec les bailleurs sociaux en urgence, car ils sont, et à juste titre, extrêmement inquiets des annonces faites sur le logement social et donc sur le logement pour tous. Et c'est bien parce que nous voulons cultiver cette ville intense qu'en même temps, je souhaite une ville qui respire. Alors une ville qui respire, c'est une ville qui fait sa part à la nature en ville. C'est le grand projet d'étoiles vertes, on pourra en reparler. C'est le choix d'avoir retenu une paysagiste, je l'évoquais, pour la première fois de l'histoire nantaise dans le projet de l'île de Nantes. C'est des évolutions dont, je le dis d'emblée, on ne voit pas encore les résultats aujourd'hui. On parlait de la nécessité et de la durée. Ces grandes inflexions, elles vont mettre plusieurs mois, peut-être plusieurs années à être totalement visibles. Mais je voudrais quand même les partager avec vous en étant précise sur 2 sujets. La première, puisque je sais que vous regardez ces sujets avec beaucoup de rigueur, c'est ce qu'on appelle le coefficient nature en ville que nous allons introduire dans le plan local d'urbanisme métropolitain. Le coefficient nature en ville, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de dire, demain, dans le travail que nous menons avec les promoteurs, les investisseurs, l'ensemble des acteurs économiques que je salue parce qu'ils sont nos partenaires, oui, nous allons faire figurer le fait d'imposer un coefficient nature en ville. Sur chaque parcelle de telle superficie, il y aura un prorata dédié, soit une partie espace vert, soit un mur végétalisé, soit toute autre illustration de ce qu'on appelle ce coefficient nature en ville. Le deuxième exemple très concret que je voudrais vous donner, c'est une démarche à laquelle je tiens beaucoup. Je le dis parce qu'elle est objectivement unique en France. C'est les plans patrimoine et paysage que j'ai lancés au début du mandat. J'ai confié cette délégation à une élue de mon équipe, Cécile Beer. L'idée vient des habitants. L'idée vient de vous, très clairement. Elle vient d'une discussion que j'avais eue en 2014 avec une dame qui me disait... Très bien, le grand patrimoine, c'est bien, parce qu'on parlait des forts éléments patrimoniaux connus à Nantes, mais dans mon quartier, cette dame habitait à Saint-Joseph-de-Porterie, il y a aussi du petit patrimoine auquel nous sommes attachés. On a travaillé avec l'équipe et on a considéré qu'autour du petit patrimoine de proximité et du petit paysage de proximité, il y avait quelque chose là qui faisait partie de la qualité de vie, qui faisait partie de la douceur de vivre à la nantaise, qui faisait partie de cette ville qui respire, que j'appelle de mes voeux. Sur le quartier Nantes Sud, pour donner un exemple précis, un groupe d'habitants nous a dit, par exemple, eh bien là, il y a 25 murs maraîchers que nous, on souhaite voir consacrés. Sur la partie de la Sève, je ne dis pas ça parce que le maire de Vertou, et que c'est une commune à laquelle je suis attachée, est présent, il y a cette volonté, tu le sais, cher Rodolphe, d'étendre cette dimension patrimoniale du village de Sèvres. Eh bien, ces 2 sujets très précis, les 25 murs maraîchers et l'extension patrimoniale du village de Sèvres, demain, ils figureront dans le plume. Alors, est-ce que c'est un outil technocratique? J'ai lu et entendu, c'est le rôle du Conseil aussi de venir nous titiller. Si on n'y prend pas garde, oui. Et je vous garantis qu'il faut y prendre garde chaque jour, chaque heure, et si j'ose, chaque minute. Mais si on met cet outil au service du projet de territoire, alors il est le garant de la cohérence. Parce que si, dans la durée, ce coefficient nature en ville est tenu, si, dans la durée, ce petit paysage et ce petit patrimoine de proximité est protégé, alors, à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, la couleur de la ville évoluera. Avec cette idée qu'on doit avoir une métropole intense, mais pas une métropole du gris. Moi, je ne veux pas d'une métropole béton. Et je crois que sur ce sujet, nous avions un cap à passer. Je peux vous dire clairement qu'il est aujourd'hui impulsé. La troisième orientation de cette urbanité renouvelée que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est le cap que nous sommes en train de passer, d'ailleurs dans un partenariat public-privé assumé, sur le champ du développement économique, du rayonnement international et donc de l'emploi. C'est le choix que j'ai fait en début de mandat de doubler
le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela passe très concrètement à travers des grands projets, je pense à l'université Loire-Bretagne, à travers des projets parfois difficiles, je pense au projet ICIT, qui a connu récemment quelques difficultés. Vous savez, ce projet en partenariat notamment entre l'université, l'école centrale, le CHU et d'autres, il est à nouveau sur de bonnes rails et je forme le vœu que ça puisse continuer ainsi parce qu'il faut toujours faire prévaloir l'intérêt général. Cela passe par un certain nombre de grandes infrastructures. Je pense au transfert du mine, le deuxième mine en France après Rungis. Et puis ça passe aussi par des projets innovants. Car je crois que nous avons un enjeu de différenciation. Pour deux raisons. Pour une raison économique. Et donc d'emploi d'abord, parce qu'aujourd'hui la compétition entre les grandes métropoles, elle se fait à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, et la capacité que nous avons à nous différencier, ça compte pour la mise en mouvement, donc ça compte pour l'économie locale, donc ça compte pour l'emploi local, et évidemment nous y sommes tous attachés. Et puis cette stratégie de différenciation, elle compte aussi pour cultiver toujours cette singularité nantaise que j'évoquais au début. Et donc on pourra reparler dans les échanges, si vous le souhaitez, de ce projet d'Arbre Héron qui a beaucoup mûri, qui aujourd'hui est devenu un projet d'arbre extraordinaire dans un jardin extraordinaire. Je voudrais juste expliciter devant vous le choix de l'emplacement que j'ai fait parce qu'il est lié à cette urbanité que j'évoquais et aux inflexions que j'ai souhaité donner. Originellement, les artistes imaginaient ce projet sur l'île de Nantes. Et je leur ai dit dans nos échanges, ce ne sera pas sur l'île de Nantes. Parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens. Ce serait le Nantes des années 1990. Non pas que l'île de Nantes ne va pas continuer à grandir, à évoluer. Mais l'éléphant, il est venu préfigurer un projet urbain qui est né après. Eh bien, l'Arbre Héron, il doit préfigurer un projet urbain et paysager qui va naître demain. Alors, vous comprendrez quand j'ai évoqué que demain, le cœur de la métropole était dans ce triangle entre le Bas-Chantenay, l'île de Nantes et la ZAC des Îles-à-Rezé, que ce cœur de la métropole était marqué par la Loire et la nature en ville, et bien que ce choix de le faire au cœur du Bas-Chantenay, là où on aura la Loire, entre l'éléphant et l'arbre, là où on aura un jardin extraordinaire au bout de la première branche de l'étoile verte, alors ce projet prend du sens parce qu'il vient incarner, traduire une vision stratégique qui fait du cœur de la métropole la nouvelle étape du développement de l'urbanité, qui fait de la nature en ville une différenciation de la métropole nantaise cohérent avec nos enjeux de transition écologique et qui fait du rapport à l'eau la dimension sensible et poétique du projet, et je crois que cela compte aussi. Alors voilà, pour brosser en quelques mots et partager la vision de l'urbanité que nous proposons aujourd'hui, qui s'appuie, je le disais, sur une gouvernance collective et renouvelée. D'abord au sein même des équipes, avec les maires de la métropole, puisque j'ai mis en place une conférence des maires plus régulière. Je crois que sur un certain nombre de sujets, l'intérêt général doit toujours primer. Chacun ses convictions, c'est bien naturel, c'est la force du débat démocratique. Mais je peux vous garantir que sur un grand nombre de sujets, nous sommes capables de travailler en bonne intelligence, d'abord au service du territoire, et j'en profite pour remercier celles et ceux qui y contribuent activement. Et dans le même temps, je crois que ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça ne suffit pas parce que pour un grand nombre de citoyens, la démocratie représentative est presque parfois devenue vécue comme une démocratie privative. Et que la capacité de chacune et de chacun à s'exprimer en dehors des temps démocratiques, en dehors des temps où le suffrage universel est appelé à se prononcer, est absolument déterminant dans le monde d'aujourd'hui. Alors comment essayons-nous, puisque vous nous interpellez sur le récit métropolitain pour avancer? C'est d'abord cette nouvelle gouvernance, concertation, dialogue, horizontalité, transparence et clarté des règles du jeu. J'insiste sur la clarté des règles du jeu. Je souriais en vous écoutant sur les gommettes et les post-it parce que mes collègues, certains m'ont déjà entendu me fâcher sur ces sujets. Je suis encore plus dur que vous là-dessus. Je suis encore plus dur que vous là-dessus parce que parfois, c'est même de l'instrumentalisation citoyenne. Parfois, c'est même de la démagogie. Et donc, je revendique que dans la 6e ville de France, quand on fait du dialogue citoyen, on le fait sérieusement. Parce que le sujet, c'est la capacité à créer du commun. Le sujet, c'est la capacité à créer de l'intérêt général. Ça pose des vraies questions, d'ailleurs, en termes de moyens, mais aussi en termes de formation des métiers. Parce que l'ingénierie de la participation, c'est un vrai sujet si on veut finalement que ce qui compte,
ce soit autant le processus que le résultat. J'en dis un mot parce que pour moi c'est très important. On ne peut pas tous se lamenter année après année de voir la montée de l'abstention dans ce pays. La mise en mouvement du dialogue citoyen vise à la fois à améliorer les projets concrètement, mais aussi à donner cette possibilité de citoyenneté active, à accepter de partager le pouvoir d'agir. Alors nous avons commencé à le faire au travers des grands débats. Merci d'avoir été actifs sur celui sur la Loire comme sur celui sur la transition énergétique, à travers des instances nouvelles. Je pense au Conseil métropolitain des acteurs économiques que j'ai mis en place depuis 2014, qui travaille à la fois sur des sujets très concrets, sécurité dans les zones d'activité, et puis sur des sujets prospectifs, comment la digitalisation vient bouleverser le monde d'aujourd'hui. Nous le faisons à travers cette idée que le dialogue citoyen doit se faire en continu. Vous nous aviez interpellés dans le débat sur la Loire à travers cette idée du droit de suite, en disant « et après ?» Comment il n'y a pas un temps de concertation, on referme le livre et l'histoire s'arrêterait. C'est sur la base de votre proposition que j'ai mis en place la conférence permanente Loire, qui a deux vocations. D'abord s'assurer du suivi des bonnes exécutions des décisions prises par les élus, mais aussi de continuer à aller chercher la contribution citoyenne là où c'est utile. Et puis, dernière dimension de cette gouvernance renouvelée, nous le faisons aussi au travers des projets. Et je voudrais en citer un parce qu'il est, de ce point de vue, assez novateur, je crois. C'est cette application qu'on appelle Nantes dans ma poche. Alors, je ne sais pas si certains dans la salle la connaissent ou l'utilisent. Au-delà de l'application, qui permet tout simplement à chaque Nantais qui le souhaite d'avoir sur son iPhone la place de parking proche de chez lui, de connaître le menu de la restauration de ses enfants le matin. Ce qui compte, c'est la démarche. C'est d'ailleurs ce qui fait que ce projet a été primé plusieurs fois comme une innovation du service public. Innovation de la démarche pour 3 raisons. D'abord, nous avons exigé, et c'était la première fois en France, que le grand groupe qui a travaillé avec nous sur ce sujet, dans le partenariat public-privé que j'évoquais, travaille avec des startups locales. Je peux vous dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a parfois un peu de rapport de force sur ce sujet, il faut le dire aussi clairement. Aujourd'hui, ils sont les premiers promoteurs de cette alliance des Recards. La deuxième originalité, c'est que nous l'avons fait proposer à l'échelle de la métropole, ce qui a amené nos services publics à se mettre aussi en mouvement, à sortir de logiques parfois encore un peu en silo, segmentées pour passer dans des logiques horizontales. Et puis la troisième innovation, c'est que d'ordinaire, quand on fait ce type de projet, on fait d'abord ce qu'on appelle une V0, en chambre, bien cachée, pour ne pas prendre de risques, et puis après on la met sur l'espace public. Et bien là, on a joué le jeu, avec le panel de citoyens associés, de mettre la V0 en ligne, en transparence, en disant ce processus continue, cette intelligence collective, eh bien on lui fait confiance dans la capacité des uns et des autres à venir travailler ce sujet. Je cite ce projet parce que là aussi, ce qui m'intéresse, c'est autant le résultat que le processus et comment ça a fait parfois se rencontrer des univers qui ne se croisaient pas encore. Comment aller plus loin ? Puisque j'ai bien entendu dans ce rapport que vous regardiez avec attention ce que nous faisions et qu'en même temps, et c'est bien normal, vous nous disiez « mais ensuite, mais alors, mais encore ». J'ai noté avec attention ce que vous évoquez sur les pôles de proximité. Il y a, Fabrice Roussel pourra y revenir si vous le souhaitez dans le débat, une expérience intéressante qui a été menée de ce point de vue avec les pôles de proximité, notamment autour de la Chésine, autour des enjeux de mobilité, avec effectivement des échanges entre un panel citoyen et les maires réunis sur ce sujet. Le deuxième élément sur lequel vous insistez, c'est la question d'associer plus fortement et plus en amont les citoyens à la décision. Je crois que de ce point de vue, l'honnêteté intellectuelle que j'évoquais tout à l'heure, la clarté des règles du jeu est essentielle. Moi, je considère que mon rôle d'élu de la République, c'est de dire à chaque fois quand on monte un projet, voilà ce qui est mis au débat et voilà ce qui ne l'est pas. Le suffrage universel nous a confié une responsabilité, proposer un cap, proposer une vision. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que la confusion sur le moment où c'est de l'information, le moment où c'est de la concertation, le moment où c'est de la coproduction. Parce que quand on est un citoyen et qu'on prend du temps sur sa vie pour venir participer à une démarche collective, la moindre des choses, c'est que sa parole soit respectée. Une parole respectée, ça ne veut pas dire que le politique dit oui à tout. D'abord parce que parfois, entre 15 expressions, il y a évidemment une diversité d'opinions qui s'expriment. Mais par contre, la garantie de la transparence sur la prise en compte de la contribution individuelle et collective, ça, je crois que c'est absolument nécessaire dans la durée. Comment aller plus loin toujours ? Le suffrage universel des métropoles, vous l'avez suggéré.
Vous le savez, j'y suis à titre personnel très favorable. Je l'ai écrit publiquement avec certains de mes collègues, Nathalie Appéré, la maire de Rennes, Estelle Grelier, ancienne secrétaire d'État en charge des collectivités, dans un texte que nous avions appelé « La République du réel », dans lequel nous disions cette République, pour être vivante, pour continuer à intégrer, pour continuer à être une promesse d'émancipation pour chacun, elle doit davantage s'ancrer dans la réalité. Alors oui, quand on gère des budgets pas loin de 2 milliards, comme c'est le cas pour la métropole, je crois que la question du contrôle citoyen se pose. Je fais le constat, je vous le dis en franchise, que ma position est extrêmement minoritaire parmi les présidents de métropole et au-delà de toute sensibilité politique, pour une raison que je connais bien, qui est que la plupart des maires dans ce pays y sont défavorables. Ils ont raison. Ils ont raison sur un point, ces maires qui sont défavorables. C'est que le cœur battant de la démocratie, elle sera toujours dans les villes. Moi, je crois que rien ne remplacera jamais le maire. Parce que le lien individuel, incarné, personnel, le cœur battant du politique au sens le plus noble du terme, il est dans les villes, il est dans les communes. Je crois par contre que le sens de l'histoire va vers l'élection au suffrage universel des métropoles. Parce qu'il en va du contrôle démocratique par les citoyens et de la lisibilité des actions que nous menons. Donc je continuerai à porter cette parole, même si dans le dernier gouvernement comme dans celui-là, donc vous voyez, je le dis en toute liberté, je n'ai pas l'impression que ce sujet avance avec une acuité particulière, si vous me permettez cette formule largement euphémisée. Enfin, et pour aller vers la conclusion, j'ai été très intéressée par ce que vous évoquez sur la manière dont la métropole est vécue ou mal vécue au quotidien. Parce qu'avoir des grands projets, avoir de la passion, une ambition pour un territoire, c'est aussi avoir en tête tout le temps les sujets de quotidienneté, la précarité, la sécurité, la propreté. Parce que si ces sujets ne sont pas à l'agenda en permanence, y compris avec les enjeux de dialogue collaboratif qu'on a évoqués tout à l'heure, alors la vision perd de son sens, perd de sa capacité d'entraînement si la quotidienneté n'est pas correctement assumée avec la même ambition qu'on met dans ces grands projets. Je voudrais, de ce point de vue, partager avec vous une anecdote que j'ai vécue récemment. Ali Rebou, que je salue, était avec moi, sur ce lien entre les grands projets et le quotidien. Ce lien qui ne se fait pas automatiquement, spontanément toujours, dans l'opinion publique. Nous étions ensemble à l'inauguration du nouvel Aldi, magasin très attendu sur le quartier des Dervalières. Ça a été une vraie bataille de pouvoir, après la fermeture du Lidl, qui a provoqué un vrai choc dans le quartier, aller chercher un acteur économique. Le centre de décision d'Aldi est en Allemagne. Quand j'ai rencontré les responsables nationaux et européens d'Aldi, ils m'ont dit voilà, on est intéressé par le Grand Ouest, on est intéressé donc par les Pays de la Loire, on est intéressé par la métropole nantaise. Je leur ai fait une réponse assez simple, eh bien, pas de problème, passez par la case d'Hervalières et ensuite on pourra discuter de tout ce que vous souhaitez sur le développement économique dans la métropole. Et j'ai raconté cela aux habitants, en leur disant une chose très claire, en leur disant que parfois certains d'entre eux me disent mais moi, savoir que vous avez présidé Eurocities, ce réseau des 130 villes européennes pendant 2 ans, est-ce que ça me sert à quelque chose ? Moi, je ne suis pas encore allée au Grand Musée d'Art et je ne sais pas si ça va me servir à quelque chose. Certains, ils sont déjà allés en famille et ils sont réjouis. Le transfert du mine, est-ce que c'est mon sujet ? Et je leur ai dit oui, c'est votre sujet. Parce que Nantes est aujourd'hui repérée, a donc été en situation de diriger ce réseau de métropole européenne, figure sur les cartes internationales, qu'une entreprise comme Aldi est intéressée et que donc dans le dialogue qu'on mène avec eux, ils viennent s'implanter au Dervalières. Je partage avec vous cette anecdote, ce récit, parce que je crois que la pédagogie, la dialectique entre l'ambition, la vision et la quotidienneté, c'est quelque chose d'absolument indispensable qui n'a en même temps rien de spontané. Et je crois que des instances comme la vôtre peuvent contribuer à cette pédagogie collective qui me semble utile pour donner à chacun les moyens d'être acteur de son territoire. Alors, comment faire pour que s'incarne finalement la métropole pour les citoyens ? C'est d'abord une métropole accueillante qui rend la ville facile.
Cette notion de l'accueil et de la ville facile, pour moi, c'est très important parce que ça renvoie à beaucoup d'enjeux du quotidien, le rôle des transports, vous en avez beaucoup parlé, la question des différentes populations, des différentes générations. Et là aussi, selon le projet de territoire que l'on construit, eh bien, ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un exemple. On dit qu'aujourd'hui, toutes les métropoles sont engagées sur la transition écologique. On dit parfois que cette question est une question technique. Je suis désolée, ce n'est pas une question technique. C'est d'abord une question de projet. Moi, je connais des métropoles très intéressantes qui font un écoquartier fabuleux, intéressant, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, 7% de la population. Chez nous, rénovation des logements sociaux qui demain seront à 50% chauffés par les énergies renouvelables, c'est potentiellement 70% de la population qui est concernée. Je prends cet exemple pour dire ce qui compte, c'est le projet de territoire, c'est la vision qu'on met. Voilà pourquoi je parle d'abord d'une métropole accueillante. Une métropole accueillante, c'est ce qui lui permettra d'être une métropole intelligente au sens d'une métropole qui met en réseau les ressources, qui met en réseau les acteurs. C'est cet état d'esprit qui nous a permis tout récemment de lancer ce guichet unique des stages avec le rectorat, l'académie, le département, à partir d'un sujet très concret, comment des jeunes qui cherchent un stage en troisième sont confrontés à la notion de réseau et donc aux enjeux d'égalité ou d'inégalité par rapport au réseau. Et là, il y a eu cette mise en mouvement d'acteurs économiques, d'acteurs éducatifs, avec une première, je crois, plutôt réussite. Je pense que c'est parce que la métropole sera accueillante, qu'elle saura avoir cette intelligence collective, qu'elle sera rassurante. Et ce sera la dernière idée que je voudrais développer. La métropole qui rassure, c'est pas la métropole qui endort. La métropole qui rassure, c'est pas celle qui nous invite à nous reposer sur nos acquis. Mais la métropole rassurante, c'est celle qui donne ce filet de sécurité, ce filet de solidarité collective qui permet à chacune et à chacun de continuer à se projeter dans l'avenir. Et dans une société française qui parfois a peur, qui parfois est inquiète, je pense que la capacité de notre métropole à proposer ce filet de solidarité collective, ce filet de sécurité collective, à être une métropole rassurante, c'est ce qui nous permet collectivement de continuer à prendre des risques. Et je crois fondamentalement qu'une métropole en mouvement, une métropole innovante, c'est une métropole qui prend des risques. C'est une métropole qui fait preuve d'audace. Et elle peut le faire parce qu'il y a d'abord globalement cette forme de bienveillance partagée avec beaucoup d'habitants d'abord attachés à leur territoire. C'est une métropole qui regarde au-delà de ses frontières. Vous avez évoqué, cher Philippe, la question du lien entre les territoires. Effectivement, il y a maintenant 3 ans, je crois, j'avais été invitée au conseil départemental et j'avais porté pour la première fois cette notion d'alliance des territoires, en disant il y a dans ce pays la fâcheuse habitude d'opposer les territoires urbains aux territoires ruraux. Je crois que ce schéma est dépassé. J'évoquais l'avenir, j'évoquais le mouvement, j'évoquais les transitions. Eh bien, prenez la transition alimentaire. Quand on pense ce sujet, évidemment, on pense autrement l'interdépendance entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Le temps de la grande métropole qui, par générosité, allait laisser irriguer sa richesse auprès des territoires environnants, il ne faut pas que je le dise comme si c'était complètement passé, parce que l'honnêteté intellectuelle me doit de souligner que dans certains endroits de ce pays, ça peut encore être la conception qui prédomine. Mais je crois vraiment que ce n'est pas une vision d'avenir. La vision d'avenir, c'est la complémentarité entre les territoires urbains et les territoires ruraux. D'abord parce qu'il y a plein de territoires ruraux qui sont créatifs, qui sont innovants, parce que c'est l'intérêt partagé des uns et des autres de construire les interdépendances. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure le transfert du mine. Quand l'État nous a proposé de proposer un sujet d'innovation, j'ai proposé le transfert du mine au titre de la transition alimentaire. Parce que ce projet peut être demain un levier pour l'agriculture de l'ensemble du département, qu'elle soit urbaine, périurbaine ou rurale. C'est cela, l'alliance des territoires que j'appelle de mes voeux, parce que je crois que nos territoires ne sont pas des sortes de briques colorées qu'on empilerait les unes sur les autres, que l'idée c'est bien comment elles se mélangent pour contribuer à la vision et pour toujours cultiver cette singularité. Alors pour continuer à construire cette métropole, oui, nous avons besoin du regard des citoyens, plus que jamais, aux différentes échelles de territoire. On y reviendra peut-être dans l'échange. Le pôle Nantes-Saint-Nazaire a été évoqué. Je crois que nous avons avancé sur ce sujet. J'ai évoqué la question de la Loire et ce que nous faisons à l'échelle de la métropole, mais sur le pôle Saint-Nazaire, Nantes, nous avons avancé puisque nous avons 5 projets de belvédère qui vont venir là aussi traduire autrement ce désir de Loire que j'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure.
Il y a une proposition que vous avez faite sur laquelle je vous demanderais volontiers si vous en étiez d'accord de continuer à réfléchir. C'est cette idée d'académie citoyenne. Je crois que c'est à peu près ainsi que vous l'avez formulée. Oui, je crois qu'on a besoin de continuer à travailler ensemble au récit métropolitain. Parce que moi, je suis frappée d'un paradoxe. Les habitants vivent la métropole tous les jours. J'habite dans une commune, je travaille dans une autre, mes enfants font du sport dans une troisième. La métropole est devenue la métropole du vécu, la métropole du quotidien. Et pourtant, je ne suis pas sûre que l'institution métropole ait aujourd'hui ce niveau d'incarnation. Je crois que nous ne relèverons pas ce défi seul. Si vous êtes prêts à y contribuer avec nous, je crois qu'il y a au travers de cette piste très concrète que vous avez évoqué quelque chose à réfléchir. Merci vraiment pour votre contribution active et puis à votre disposition pour échanger. Merci à vous et merci d'avoir porté déjà attention à un certain nombre de nos propositions. Je retiens cette sollicitation et on y travaillera certainement au sein du Conseil. On va passer à la partie débat. J'ai déjà vu quelques mains. Voilà. Bon, alors qui commence? Michel Jouvet. Bonjour madame. Vous parlez d'incarnation. Les contributions du Conseil de développement sur la nouvelle frontière démocratique, le PLUM, le PLU, le PDU, c'est l'avenir sur le PLH, ont une proposition commune qui est de développer la métropole de la proximité. Pour cela, le Conseil vous a proposé de donner un nouveau rôle au pôle de proximité, qui constitue une originalité de la construction nantaise. Nous vous proposons de décliner le projet dont vous avez parlé, les politiques publiques à conduire au niveau des pôles de proximité pour les rapprocher des citoyens. C'est aussi un levier pour inciter les citoyens et les élus communaux à penser les politiques à conduire à une nouvelle échelle, celle de la métropole. Au-delà, les pôles de proximité pourraient devenir des lieux d'une démocratie et d'une citoyenneté métropolitaine active. Par exemple, avec la mise en place d'ateliers citoyens à ce niveau, pourquoi pas disposant d'une capacité de saisine ou d'auto-saisine. Ce serait surtout l'occasion d'une meilleure appropriation, d'une incarnation de la métropole par tous, qui est malheureusement trop souvent perçue, un peu comme Bruxelles l'est par les Français. C'est aussi un changement d'échelle que de penser au niveau des pôles de proximité, madame. Partagez-vous les propositions du Conseil? Seriez-vous demandeur à ce que le Conseil les approfondisse? Et puis une deuxième question, beaucoup plus courte, qui relève aussi du quotidien des habitants. C'est une question qui émane du groupe de travail constitué très récemment par le Conseil. Elle s'adresse à la présidente de Nantes Métropole, bien sûr, mais aussi au maire de Nantes que vous êtes. L'Agence régionale de santé préconise de développer les contrats locaux de santé dans un cadre intercommunal, dans son projet futur. Vous avez proposé récemment aux communes de la métropole qu'ils souhaiteraient de s'associer à la préparation du futur contrat local de santé qui est actuellement nantais. Au-delà de cette initiative, souhaitez-vous poursuivre une réflexion sur une politique de santé publique à conduire au niveau de la métropole, même si ce n'est pas aujourd'hui une compétence de la métropole? C'est une question du quotidien des habitants. Merci, madame. Merci. Alors sur la première question, j'ai commencé à l'évoquer un petit peu rapidement tout à l'heure. Non seulement ça m'intéresse, ça nous intéresse, mais on a mené une expérimentation sur laquelle ça pourrait peut-être nous donner un point de départ ensemble pour continuer. L'atelier citoyen Loire-Chésine, qui a associé les maires de Saint-Herblain, de Indre et de Couéron, mon cher Fabrice, c'est ça, sur le sujet de la mobilité, avec donc pour la première fois, effectivement, expérimenter comment l'échelle des pôles de proximité, et vous avez raison de dire que c'est une particularité nantaise, hein, cette année, nous avons encore reçu, je crois, 3 délégations d'autres métropoles venues voir comment à Nantes fonctionne spécifiquement cette question des pôles. Je salue Paul Clotour, au hasard, que j'aperçois au fond de la salle, puisqu'il y a toujours des artisans de ces sujets. Oui, ce sujet continue à faire innovation. Et donc, à travers cet atelier citoyen, il y a eu donc cette première expérimentation. Et moi, je suis tout à fait prête à me faire le relais auprès de vous, des maires qui ont expérimenté ça avec l'atelier citoyen, puisque je le disais, je crois que quand il y a une expérimentation, il faut évaluer et regarder si cela a du sens d'essaimer. Ça pourrait être une réponse très concrète à votre intervention. Votre deuxième question, j'ai un point de désaccord, mais il est très léger. Je ne pense pas du tout qu'elle soit plus courte. Je pense en réalité qu'elle est beaucoup plus longue.
parce qu'elle intéresse les questions de santé. Ce matin, j'ai fait l'ouverture du congrès de la Fédération des hôpitaux de France qui se réunissait à Nantes et qui avait choisi comme sujet stratégie territoriale de santé, parcours et innovation. Et je partageais avec eux d'abord une interrogation que j'ai sur ces sujets. Quand il y a eu en France les débats sur la loi MAPAM, la loi NOTRe, nos associations de collectivités, communes, métropoles, départements, régions et toutes sensibilités confondues, se sont battues, les unes pour avoir le développement économique, les autres pour garder le tourisme, etc., etc. Et paradoxalement, la grande absente de ces débats sur les compétences a été la santé. À aucun moment, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni dans les débats qui les ont précédés, s'est posée, réellement a été mise à l'agenda la question d'une compétence territoriale, ou à tout le moins d'une stratégie territoriale en matière de santé. Ça me paraît vraiment, pour le moins, paradoxal. D'abord parce que la santé, c'est quand même ce que chacun d'entre nous a de plus intime, de plus précieux, et ça fait partie des sujets dans cette interaction de l'individuel et du collectif. Donc oui, effectivement, la ville de Nantes a été une des premières villes à signer avec l'Agence régionale de santé un contrat local de santé. La ville de Nantes fait partie des 12 villes en France à avoir choisi de garder un service de santé scolaire, ne serait-ce que pour une raison, moi je l'ai découverte quand j'étais adjointe à l'éducation, c'est que c'est le seul moment où la ville touche 90% des enfants. Parce que quand un gamin, excusez-moi cette expression directe, de grande section vient faire son bilan de santé, oui, dans 92% des cas, on touche la famille. Alors c'est une occasion de prévention, de sensibilisation absolument formidable. Donc je ne sais pas si demain la question elle doit être posée à l'échelle institutionnelle métropolitaine. Par contre, je suis convaincue qu'il y a un enjeu autour de projets métropolitains. J'ai posé ce matin une interpellation au directeur général par intérim de l'Agence régionale de santé, puisque Cécile Courrèges, qui était la directrice, a été appelée à des fonctions nationales et que nous travaillons aujourd'hui avec ses équipes en disant, je crois qu'aujourd'hui, il manque une instance. On a évoqué les questions du vieillissement. On va avoir deux phénomènes qui vont se conjuguer. La montée du vieillissement et la montée de la médecine ambulatoire. Cela va nous imposer de penser autrement l'amont et l'aval. L'amont, c'est quelle coordination entre la médecine de ville, la médecine libérale et les hôpitaux. Quelle coordination entre celles et ceux qui sont en charge de construire des lieux de logement, d'accueil pour les personnes concernées. Et ça posera la question de l'aval, puisque ces personnes resteront moins longtemps à l'hôpital et que la question des soins de suite et donc de l'accueil post-hôpital se poserait. J'ai soulever ce sujet en disant sur une question de cette nature, le lieu de dialogue et d'interaction entre l'ensemble des acteurs concernés n'existe pas vraiment. Et je crois qu'il y a là vraiment un enjeu de stratégie territoriale partagée. Nous étions avec Rodolphe Amaillon et quelques autres il y a 15 jours à la mise en place du GHT, les groupements hospitaliers territoriaux, avec cette idée de dire est-ce qu'il y a un enjeu de mise en réseau des hôpitaux du territoire. Je veux juste vous faire le retour de la parole du directeur de l'hôpital de Pornic, qui m'a autorisé à le faire publiquement, donc je le fais. Dans ce GHT, il a dit, vous savez, moi, au début, le GHT, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est encore l'hôpital de Nantes qui veut tout prendre. Bizarrement, il y a des histoires comme ça qui se ressemblent. Il y a toujours cette crainte de la prépondérance. Et il a témoigné du fait que, pourquoi, après quelques mois de travail, il était aujourd'hui convaincu. Quand il y a la possibilité, dans certains territoires, de maintenir une maternité parce qu'il y a eu de la mutualisation via le GHT, alors là, il y a une stratégie territoriale qui a du sens. Donc pour répondre à votre question de manière plus brève, échelle institutionnelle, je ne sais pas, on ne peut pas le faire de manière unilatérale puisqu'il n'y a pas de compétences aujourd'hui fixées dans le cadre de la loi. Par contre, projet métropolitain territorial, oui, ça, je suis convaincue qu'il y a des choses à creuser. Merci. Jean-Yves, à côté. Oui, bonsoir. Vous penserez à passer le micro derrière aussi. Hein. Ok. Non, je voudrais revenir sur la question des territoires. Donc, vous avez expliqué à plusieurs reprises, d'ailleurs ces derniers mois, qu'en fait, notre avenir de citoyens, et puis même tout simplement l'avenir du pays, passait par cette alliance des territoires. Il se trouve que Nantes Métropole est engagée dans deux types d'alliances sur le territoire de l'Estuaire. Il y a une alliance avec Saint-Nazaire qui est plus une alliance basée sur des projets. Il y a une alliance institutionnelle qui est le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger parce que
le pôle métropolitain, il me semble poser deux questions. La première, c'est qu'en termes d'alliance, je dirais qu'elle est plutôt inachevée, puisque grosso modo, le pôle métropolitain, c'est la rive nord de l'estuaire et la rive sud n'en fait pas partie. Donc, quel genre d'initiative éventuellement vous pourriez prendre pour que le sud intègre le pôle à parité avec le nord? Et puis la deuxième question que je voulais poser, c'était toujours donc à propos de ce pôle métropolitain. Il travaille beaucoup, il travaille sur des sujets très importants qui ont aussi des impacts sur la vie quotidienne, mais il est très mal identifié, il est très mal connu. Et donc, est-ce que vous pourriez prendre un certain nombre d'initiatives qui fassent que le citoyen, dont vous disiez tout à l'heure qu'il doit être associé à toutes les échelles de territoire dans la prise de décision ou la connaissance de la décision, donc est-ce que vous avez en tête quelques initiatives à prendre pour que le pôle métropolitain soit repéré et identifié par les habitants de cet estuaire? Tout à fait. Alors je vais en prendre une d'emblée, si vous me le permettez, initiative. Je vais vous inviter, vous et évidemment toute l'Assemblée qui est présente, le 20 octobre, puisque dans le cadre du pôle Loire-Bretagne, donc avec mes collègues de Rennes, de Brest, d'Angers et de Saint-Nazaire, nous organisons à Nantes un colloque national justement sur l'Alliance des territoires, où le choix que nous avons fait, c'est que ce ne soit pas seulement des élus ou des représentants institutionnels qui viennent s'exprimer et partager leur expérience sur ce sujet, mais aussi des acteurs du territoire. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure au travers du GHT, eh bien, ça fait partie des sujets qui seront posés, comment par exemple sur les enjeux de santé, on peut avoir cette vision. La deuxième initiative que j'ai lancée, mais vous avez raison, ces deux initiatives sont assez récentes, puisqu'elles ont à peu près 8 mois, qu'elles ne sont pas encore visibles. La première soit visible le 20 octobre. La deuxième, c'est une opération que nous lançons autour des enjeux de recrutement de talents et de futurs professionnels sur le numérique. Est-ce qu'il y a entre Nantes et Rennes, notamment, des concurrences entre nos entreprises? C'est une évidence. Est-ce que par contre, vu du Québec, je prends cet exemple, puisqu'à l'échelle, avec le maire de Saint-Nazaire et le président de la métropole de Rennes, nous avions mené ensemble, il y a 18 mois, une expédition au Québec, et nous avions bien constaté que, vu du Québec, évidemment, c'était le Grand Ouest, et que Nantes et Rennes, il n'y avait pas de différence. On a donc fait le choix d'unir nos forces, de jouer cette complémentarité, et pour la première fois, nous allons monter un événement spécifique à Paris, de l'écosystème du Grand Ouest qui va venir dire pourquoi nous avons ici des opportunités en matière numérique. J'ai pris l'impulsion du pôle Loire-Bretagne. C'est une présidence tournante, hein, donc avant c'était Brest, maintenant c'est Nantes, dans un an ce sera un collègue. Et j'ai effectivement fait 2 propositions en disant notre pôle y fonctionne, mais il est illisible, il est invisible. Il doit à la fois rester un espace de conception stratégique, parce qu'il y a aussi des endroits où justement on doit prendre le temps de se poser, de réfléchir, mais on doit choisir sans s'éparpiller des sujets qui incarnent. Et donc on a choisi, on s'est donné ces 2 objectifs, le premier sur l'Alliance des territoires et donc le deuxième cet événement. Oui, Bruno des conseils de développement. Je ne voudrais pas accaparer trop longtemps le micro, puisque les gens Merci, pensent Bruno. ici qu'on ne peut parler qu'au premier rang. J'ai 2 questions courtes. Oui, l'une concerne votre prédécesseur, Jean-Marc Ayrault. Je voudrais savoir si la politique que vous conduisez dans la métropole s'inspire de celle de Jean-Marc Ayrault. L'autre question est plus terre à terre. Et je voudrais dire, le conseil de développement, c'est un relais entre la population, c'est consultatif, c'est un relais entre la population et la métropole. On ne peut pas prendre de décision, bien entendu, mais je voudrais savoir si concrètement, et au-delà des échanges polis qu'on peut avoir, vous et nous, si concrètement les saisines ou autosaisines du conseil de développement ont un retentissement à la métropole et on applique les propositions. Je commence par quelle question? Est-ce que la politique que je conduis s'inspire de la politique conduite par Jean-Marc Ayrault? Il ne sera pas un scoop que nous partageons des valeurs, il ne sera pas un scoop que nous appartenons à la même famille politique, et il ne sera pas un scoop que j'ai dit en 2014, que le projet que je proposais pour Nantes s'appuyait sur un bilan solide,
puissants, sur des acquis déterminants, et qu'en même temps, je n'étais pas là pour gérer les acquis. Que je croyais que le moment était venu d'un nouveau cycle. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en vous disant, je crois qu'on construit une vision pour la métropole à échelle de 30 ans parce que c'est l'âge d'une génération. Et qu'il y a 30 ans, une équipe au sens le plus divers du terme, avec la culture, avec les transports publics, avec une conception urbaine qui est montée en puissance, a fait passer un cap déterminant à Nantes. Je considère qu'on est dans un moment charnière où, à nouveau, on doit réinventer le territoire en s'appuyant, je le redis, sur nos acquis, en s'appuyant sur ce qui fait la force de Nantes et donc en s'inspirant de tout ce qui a fonctionné, mais aussi en faisant différemment, mais aussi en allant plus loin sur un certain nombre de sujets, parce que la question, c'est le moment dans lequel on est. Et au-delà de la métropole, moi je pense que le monde d'hier est en train de se terminer et que le monde de demain n'est pas encore dessiné. Et ma conviction profonde, c'est que nos métropoles, et particulièrement la nôtre, peut être un des endroits où on contribue à proposer un chemin. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je dis que nous sommes collectivement en situation de proposer un chemin entre le monde d'hier et le monde de demain. Et les inflexions que j'ai partagées avec vous dans mon propos en essayant de partager la vision stratégique que je passe. L'inflexion sur la nature en ville, pas au sens décoratif, pas au sens esthétique, au sens d'un enjeu fondamental qui est que, après la signature des accords de la COP21 à Paris, quand on sait que 80% des habitants sont dans les villes et que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont dans les villes, la bataille de la transition écologique, elle se gagnera ou elle se perdra dans les villes. Ça, c'est une inflexion que je traduis, y compris autour de cette idée d'une métropole qui ne soit pas grise, d'une métropole qui ne soit pas minérale et d'une métropole plus végétale. Deuxième inflexion, cette fois sur la méthode. J'ai évoqué la manière dont, avec mon équipe, nous avons profondément renouvelé le dialogue citoyen. Est-ce qu'il y avait à Nantes déjà une expérience de dialogue citoyen ? Vous le savez mieux que personne. Vous en avez fait partie des promoteurs. Est-ce qu'il y a une accélération de ce sujet ? Oui, de manière très nette, avec des règles du jeu que j'ai rappelées. Mais quand on a 50 000 personnes qui participent au débat sur la LORAR, quand on a un nombre extrêmement important, plus important ensemble, qui participent au débat sur la transition énergétique, je pense qu'on passe un cap. Donc oui, il y a une part évidemment de points communs. Et oui, j'assume aussi très nettement les différences et les inflexions. Et puis chacun son parcours, chacun son histoire, chacun sa personnalité aussi. La deuxième question, c'était est-ce que le travail qu'on fait intéresse la métropole ? Voilà, alors plutôt que de vous répondre oui, parce que j'ai entendu au-delà des échanges courtois, si je vous réponds oui, naturellement, vous allez me dire que c'est un échange courtois. Je vais plutôt vous donner des exemples. Quand le Conseil de développement a proposé, Gabriel Vitré l'a rappelé tout à l'heure, une commission totalement indépendante, avec Fabrice Foussel, nous avons fait le choix, après l'expérience du débat Loire, de retenir cette proposition concrète pour le débat transition énergétique. Voilà très clairement une préconisation que vous avez faite, que nous avons retenue. Deuxièmement, quand vous avez insisté fortement sur cette question du droit de suite, c'est ainsi qu'est née cette idée d'une conférence permanente sur la Loire. Troisième exemple sur un secteur différent, parce que parfois il y a des choses qui prennent un peu de temps à émerger. Il y a quelques années, vous aviez été les premiers sur le territoire à dire que le sport de haut niveau devait devenir une compétence métropolitaine. J'ai dit au conseil métropolitain, où j'ai proposé au maire que le sport de haut niveau devienne une compétence métropolitaine, que cette proposition était issue du travail du conseil de développement. Donc voilà 3 exemples très concrets où oui, nous avons non seulement analysé, écouté, mais aussi mis en acte très concrètement des préconisations qui viennent du conseil. Voilà, ça va remotiver les membres du conseil de développement. Merci Bruno pour la question. Oui. René Pavageau, je suis membre du conseil départemental métropolitain pour la citoyenneté et l'autonomie, une structure récemment créée dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Je voudrais me faire ici le porte-parole de ceux qui, souvent, dans ces réunions de conseil de développement, ne s'expriment pas trop, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. La population de la métropole, c'est un patchwork de population avec des besoins spécifiques.
mais avec une aspiration commune, celle de bien vivre dans sa ville, dans sa métropole. Vous avez parlé d'inclusion. C'est une idée généreuse. Elle est souvent proférée par les acteurs associatifs, mais l'intérêt d'une idée généreuse comme celle-ci, c'est qu'elle se concrétise. Et vous avez dit de la métropole qu'elle souhaitait être inclusive et non exclusive. Est-ce que vous pourriez préciser votre vision, la vision que vous avez de cette inclusion, qui peut se traduire notamment dans le domaine de l'habitat, mais aussi des mobilités, mais aussi du commerce de proximité? Comment des populations à besoins spécifiques peuvent être, dans le cadre de la construction de la métropole, des grands projets que vous avez cités, faire partie, notamment grâce à cette idée d'inclusion, du défi que vous voulez relever? Sur le handicap spécifiquement ou plus globalement sur l'inclusion? Sur des populations à besoins spécifiques qui, quelquefois, ne sont pas obligatoirement prises en compte dans... Pardon. Oui, je disais que ce sont des populations, mais il n'y a pas que celles-ci, hein, qui ne sont pas toujours prises en compte dans leurs besoins spécifiques pour continuer à vivre dans la ville ou dans la métropole. Je crois que la première manière de répondre à cette question, c'est de ne pas en faire une politique publique spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté ce qu'on fait en matière de logement, de l'autre ce qu'on fait en matière de santé, de l'autre ce qu'on fait en matière d'urbanisme, puis de l'autre ce qu'on fera en matière d'inclusion. C'est comment ce sujet traverse toutes les politiques publiques telles qu'elles soient. Ça, c'est sur la méthode. Ensuite, c'est s'appuyer sur l'expérience nantaise. Je vous donne un exemple. Quand on a avancé sur le projet de la gare, les assos en matière de handicap sont venus me voir en disant « Madame la maire, il y a un problème. À Nantes, on a collectivement une vraie culture sur ce sujet, sur l'accessibilité universelle. On a fait ensemble des choses formidables au château. Et là, puisque la gare c'est un grand projet avec de nombreux partenaires, se contente d'une vision réglementaire. On a remis les choses dans le droit chemin. Ces associations ont été associées pour penser cette question de l'inclusion. Je le dis parce que je crois que ça raconte aussi les acquis collectifs qui sont les nôtres et qui nous permettent d'aller toujours plus loin sur ces sujets. Troisième type de réponse, c'est les choix stratégiques qu'on fait. À Nantes, les logements sociaux, pour reprendre ce sujet d'actualité, ça concerne potentiellement 70% des ménages. Moi, j'invite toujours les délégations qui viennent à Nantes à visiter cette belle opération, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle l'opération L'Oiseau des îles sur l'île de Nantes. Parce que je mets au défi les gens qui ne connaissent pas notre ville quand ils s'y promènent de savoir qu'ici, c'est une opération de logement social, à 2 pas de l'éléphant et du carrousel. Eh bien, je mets la même détermination à faire 25% de logement social sur l'île de Nantes qu'à assumer et parfois me battre contre Bercy pour dire que sur le grand projet de Bellevue, par exemple, je suis favorable à la vente en bloc des HLM. Alors la première fois que j'ai dit ça à Paris, je vous fais la réponse que j'ai eue, on m'a dit « mais une socialiste n'est pas favorable à la vente en bloc des HLM ». J'ai dit « eh bien, une socialiste de ma génération un peu moderne, si la vente en bloc des HLM est au service d'une stratégie de diversification qui fait que ce qui compte, c'est la fluidité du parcours entre logement social, logement abordable et logement libre, parce que les gens ne sont jamais assignés à résidence, et que l'inclusion, c'est pas simplement offrir des espaces pour les plus précaires, c'est offrir des possibilités d'évolution pour les plus précaires, alors nous, à Nantes, on sait le faire. Le quatrième élément de réponse que je voudrais donner, c'est comment on travaille ça à l'échelle intercommunale, parce que là aussi, on a eu une innovation nantaise. Une possibilité a été ouverte par la loi, toujours sur cette question du logement social, de permettre la mutualisation des 25% de logements sociaux. Oh, ça a fait débat entre nous. Hein. Je regarde Fabrice Roussel et Rodolphe Amaillan. Certains maires des communes où il y a le plus de logements sociaux disant on va quand même pas mutualiser pour rendre service à ceux qui en ont moins. Vous imaginez le type de débat que ça peut faire. On a trouvé une vraie logique vertueuse, où ceux qui n'ont pas 25% aujourd'hui s'engagent sur 35%, et où en contrepartie, en solidarité collective, l'ensemble des maires disent on mutualise. Eh bien, vu de Paris, ce mécanisme aujourd'hui est susceptible d'être remis en cause. Parce que vu de Bercy, alors je ne fais pas une fixation sur Bercy, mais en ce moment on a quelques sujets. Et ce cercle-là visait finalement simplement à permettre à ceux qui ne faisaient pas de logements sociaux d'en faire encore moins. J'ai fait la démonstration que d'abord un certain nombre de maires étaient réellement dans des engagements dynamiques sur ce sujet, que quand on le faisait
dans une logique de stratégie collective gagnante-gagnante, il y avait là un cercle vertueux. Donc je le dis parce que l'inclusion, aujourd'hui, elle peut aussi être pensée dans une logique intercommunale et métropolitaine. Oui, Yves Robin. Oui, Yves Robin, Conseil de développement. Je voudrais revenir sur le triptyque, justement, citoyen, élu, et moi je dirais technicien, technocrate, c'est ce qu'on dit souvent, plutôt que service. Service, c'est un peu vague, mais bon, moi je vois les gens. Et donc, à partir de là, je m'interroge toujours, parce qu'il y a le citoyen, et donc il est électeur la première fois, et après, quand on veut devenir acteur, on veut aussi participer. Et souvent, on est un peu coincé, parce que les élus, ils ont eu un programme, et donc il y a une confrontation justement de ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure, pour l'application des idées qui est citoyenne, comment les faire. On a vu l'exemple avec le PDU, on aurait voulu peut-être faire évoluer le PDU plus qu'il n'est proposé, mais bon, il y a une politique que vous avez définie avec les projets d'interconnexion entre la pointe de l'île et puis le quai de la Fosse, là, un projet qui me semble peut-être insuffisant. D'où l'idée de transformer la gare de Chantenay en un pôle comme Aluchère, où il y aurait vraiment un regroupement de différentes lignes, interconnexions, parce que sinon on est trop limité finalement dans ce qui est proposé aujourd'hui. Donc voilà le sujet que je voulais aborder. Puis la nature en ville aussi, j'y pense, parce que quand je vois l'été, nos beaux parcs qui se ferment à 20h, je me dis comment les faire vivre un peu plus longtemps. Sur votre première question avant la nature en ville, pardon. Oui, c'était sur les Nantes citoyens, Nantes participants. Ah oui, d'abord, oui, je sais pourquoi. D'abord, j'ai une petite remarque. Moi, je ne dis pas technocrate quand je parle des agents du service public. Je le dis parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour du service public. Si on veut une métropole en mouvement, il faut un service public en mouvement. Et moi, je suis pour la modernisation du service public. J'assume dans cette ville, dans cette métropole, des économies de fonctionnement en interne comme ça n'a jamais été réalisé. Parce qu'il y a un principe de réalité qui s'impose. J'assume de dire que quand un poste est ouvert, on s'interroge sur le fait de savoir s'il faut le maintenir ou si on peut faire à moyen constant. Mais je ne dis pas technocrate, parce que je crois qu'il y a un risque aujourd'hui. C'est l'absence de visibilité sur ce qu'est le service public. Je le dis parce qu'on est dans une période où on dit baisse des dotations de l'État, moins d'argent dans les territoires, et qu'à un moment donné, on a une injonction paradoxale. Comment on dit, dans une métropole comme la nôtre, plus 75 000 habitants demain, donc plus de crèches, par exemple, et moins de personnel dans les crèches. Les agents du service public, c'est ceux qui sont dans les crèches, c'est ceux qui sont sur les terrains de sport, c'est ceux qui sont dans les EHPAD. Donc voilà, je me permets cette petite réaction parce que on a là un vrai enjeu sur la capacité à mettre en mouvement, même si, pour que ça marche, pour le coup, et là je vous rejoins, le service public doit évoluer. Et qu'effectivement, ce triptyque, service public, politique, citoyen, il bouleverse tout le monde. Il bouleverse le politique d'abord, parce que ça veut dire d'accepter de faire différemment, de partager le pouvoir d'agir. Il bouleverse les services qui nous accompagnent. Mais quand on le fait sérieusement, il bouleverse aussi le citoyen. Parce que c'est pas du tout la même chose d'arriver à une réunion publique et de dire « Madame le maire, je veux ça, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non ?» que d'arriver à un espace de construction collective où on fait le pari de l'information préalable. J'y pensais en écoutant Philippe Audic tout à l'heure. Quand dans nos grands débats citoyens, on fait le choix d'un document socle, d'un document de connaissance, parce qu'on parie sur l'intelligence collective et sur la formation active avant de débattre, et qu'ensuite on met autour de la table dans ce processus de construction délibérative qui vise à construire du commun, eh bien je peux vous dire que tout le monde est bousculé. Les élus, les techniciens et aussi les habitants. Alors,
Enfin une femme pour poser une question. Anita Vesnier, donc le Conseil de développement. J'avais une question. Pouvez-vous nous préciser votre projet culturel pour les habitants de la métropole, et pas seulement en éléments d'image et d'attractivité? Et bon, en gros, c'est que sera demain, après le voyage à Nantes? D'abord, je crois que la question de la culture, elle est au cœur de la singularité nantaise que j'évoquais tout à l'heure. Pour deux raisons. C'est notre histoire, le réveil de la belle endormie par la culture. C'est l'aspiration des Nantaises et des Nantais, moi je le sens très clairement. Et c'est un facteur de singularité, voire de différenciation, tel que je l'évoquais au début de mes propos. Ouverture du Grand Musée d'Art, 130 000 visiteurs. C'est un élément déterminant de notre stratégie culturelle. C'est un élément déterminant du fait que le fait métropolitain prend corps. Quand j'ai proposé au maire de la métropole que certains grands équipements culturels deviennent métropolitains, en disant une des traductions concrètes sera que demain, tous les scolaires des 24 communes de la métropole auront accès au musée gratuitement. Alors là, pour revenir à cette question de l'incarnation de la métropole de proximité, on est dans l'incarnation de la métropole de proximité. Je prends cet exemple du musée, pas simplement pour parler de ce qui est, je crois, un très beau projet, mais parce qu'il dit le projet culturel que j'entends construire. Un projet culturel qui assume une ambition, qui assume une exigence, et qui en même temps assume l'accessibilité au plus grand nombre, qui n'est pas qu'une accessibilité financière. Je vous donne juste un exemple. L'équipe du musée, sous la direction extrêmement efficace de Sophie Lévy, m'a fait une proposition. Un parcours 30 minutes. Vous allez me dire pourquoi je vous parle d'un détail pareil. Eh bien, quand ce n'est pas dans son histoire familiale ou culturelle d'aller au musée, est-ce que ce qui bloque, c'est le tarif? Peut-être. C'est pour ça que nous avons une politique tarifaire adaptée. Mais parfois, c'est simplement le fait de ne pas savoir, d'avoir peur de s'ennuyer. Eh bien, cette visite 30 minutes, qui dès sa mise en place a particulièrement marché, elle vient répondre à cette première accroche, cette première passerelle. Donc ça, c'est ma conception de fond d'une ambition qui conjugue l'exigence culturelle, intellectuelle, au bon sens du terme, d'une ville où la société de la connaissance, ça nous parle, où les débats intellectuels sont toujours pleins, archi pleins. Les géopolitiques, dans quelques semaines, ce sera à nouveau, si j'allais dire, à guichet fermé, et en même temps l'ouverture au plus grand nombre. Ensuite, il y a un fil rouge que je souhaite particulièrement développer, c'est cette question de l'art sur l'espace public. Il y a eu dans ce pays une grande bataille autour de la démocratisation culturelle et de nombreux acteurs y ont contribué, à Nantes en particulier. Je crois que là aussi, il faut changer de paradigme. Ne plus se demander simplement comment on fait venir les citoyens dans une structure culturelle, mais se demander comment les projets culturels sortent de leur structure pour aller surprendre les citoyens là où ils sont. Ce fil, vous le retrouvez aujourd'hui à travers différentes dimensions. C'est ce que j'ai mené avec René Martin et cette tentative de concert dans les jardins. C'est une pierre amenée à cette idée. C'est une démonstration de danse par Ambra Senatore, notre nouvelle directrice du centre chorégraphique, en plein cœur de la Petite Hollande. Demain, un projet qu'elle est en train de nouer avec Sophie Lévy pour venir danser au cœur du musée. C'est tous ces croisements qui provoquent de l'inattendu parce que la culture, c'est de la surprise. Et puis ensuite, il y a deux sujets qui pour moi sont importants. C'est la place donnée à l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs culturels. J'avais demandé à Jean Blaise, dans le cadre du voyage à Nantes, de permettre à cette nouvelle génération de s'exprimer. Ça a été chose faite sur la dernière édition et sur celle d'avant, et je crois que ces événements ils doivent permettre le rayonnement international, mais aussi la mise en lumière des talents du territoire. La dernière chose, c'est un principe, parce que quand on dirige une grande ville ou une grande métropole, il faut aussi avoir des lignes de conduite sur certains sujets. Et ce principe, c'est la préservation totale de la liberté culturelle. Moi, je considère que le politique n'a jamais à dire ce qui est beau ou ce qui est bon. Oui, parfois la culture est subversive. Oui, parfois elle est transgressive. Oui, parfois elle doit intervenir. Mais quand le politique commence à se tromper de sujet et à choisir de soutenir en fonction du bien et du beau,
alors là, je crois qu'il y a des risques de dérapage. Et j'ai quelques exemples en tête, ici ou ailleurs, qui peuvent être extrêmement négatifs. Merci. On va prendre encore 2 ou 3 questions, puisqu'on arrive à la fin de notre rencontre. Oui. Thierry. Thierry Odéon, Conseil de développement. Vous avez parlé de transition écologique. Hier, c'était la journée nationale de la qualité de l'air. On a évoqué les grands enjeux, notamment en termes de pollution de ville. La qualité de l'air. Certaines villes ont pris des mesures draconiennes comme Paris concernant les véhicules thermiques. D'autres villes avancent assez vite comme Bordeaux. Je sais qu'à Nantes, il y avait une volonté d'engager une concertation avec les commerçants. Où en est-on aujourd'hui? Alors on va prendre encore 2 questions s'il y en a. Il n'y en a pas. Michel peut-être, non? Gérard. Oui. Madame la Présidente, nous sommes quelques-uns à penser que dans le vivier de la métropole, de nombreux talents existent et nous ne comprenons pas pourquoi les élus s'acharnent à vouloir ostensiblement confier leurs projets architecturaux à des pointures internationales pas forcément en phase avec les aspirations citoyennes locales. Je pense entre autres à la gare à Debré, mais aussi au CHU et au désordre passé sur le palais de justice. Ma question, sur la Beaujoire, j'ai peine à imaginer qu'une place ne puisse convenir à l'imagination d'un professionnel nantais d'envergure internationale qui, pour une fois, aurait la chance de jouer à domicile. Vous avez lancé avec succès les débats sur la Loire et la transition énergétique auxquels nous avons apporté notre contribution. Et au regard de notre dernière invitation par la commission permanente du débat, nous avons constaté que l'écoute est attentive et intéressée au niveau des idées et propositions. Mais la frustration tient dans le fait que les appels d'offres en cours n'incluent pas, de fait, au niveau de l'élaboration, les partenaires locaux intéressés par ces échanges. Pouvons-nous imaginer que votre forte implication à développer la co-construction se traduise dans les faits et laisse toute sa place au marché local? Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non? Eh bien, donc, je vous propose de répondre à ces 2 questions. La première portait sur la journée de la qualité de l'air, avec des politiques qui ont été engagées sur Paris, sur Bordeaux et sur Nantes. Est-ce qu'il y a quelque chose en cours? Sur Nantes, sur ces sujets qualité de l'air, on travaille à l'échelle de Nantes-Saint-Nazaire. Je vais donner un exemple très concret sur la question des pics de pollution. Où, vous savez, souvent, ça fait maintenant l'actualité, notamment à Paris et à Lyon. À Nantes, ça ne fait pas l'actualité parce que, heureusement, on n'a pas ce niveau de pic. Ça ne veut pas dire qu'on n'anticipe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'organise pas. Et donc, on a mis en place un mode de réponse avec Saint-Nazaire qui passe par la prévention, notamment aux personnes les plus exposées, personnes âgées, enfants, établissements de santé, quand il y a un début d'alerte, qui passe par une modification de la tarification des transports en commun pour favoriser là aussi le recours au transport. Donc oui, il y a une action qui est menée à la fois avec les professionnels de ce secteur et certaines structures régionales, et puis dans le lien avec Saint-Nazaire, avec cette attention très forte à des actions de proximité pour être le plus efficace possible. Alors, à quand un acteur local sur un grand projet ? J'en ai un en tête qui me vient tout de suite. Un des plus grands projets de ce mandat, ce sera effectivement la future gare. Elle sera livrée en 2019. Elle a un objectif majeur, doubler la capacité de voyageurs. Et quand j'ai été élue maire, j'ai fait évoluer ce projet. Je l'ai fait évoluer pour 2 raisons. Parce qu'il y avait 2 choses qui n'étaient pas suffisamment pensées à mon goût. La première, c'était le lien avec Malakoff. On n'a pas fait 10 ans d'intervention publique sur Malakoff-Prégaucher. Et je suis particulièrement attentive à la question des quartiers populaires, à la question de la politique de la ville. Et donc j'ai souhaité que les projets retenus puissent mieux prendre en considération. Et puis la deuxième inflexion, c'était de se dire, pour les raisons de nature en ville que j'ai évoquées, donc peut-être que vous allez mieux saisir du coup la teneur de cette décision, le lien que je souhaitais voir fait entre la gare et le Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes, c'est le 2e lieu touristique le plus visité dans l'Ouest l'été après le Mont-Saint-Michel. Et donc j'ai considéré qu'il y avait là une superbe opportunité pour créer un nouvel espace. L'équipe qui a été retenue pour s'occuper de cet espace, c'est Phytolab.
C'est une équipe nantaise avec des acteurs locaux et effectivement, je suis très sensible à permettre cette expression. Comment on fait pour le permettre ? Eh bien, dans la très grande majorité des cas, aujourd'hui, vous savez, dans les processus de sélection des équipes, on sélectionne 4 équipes, souvent. Et en général, dans ces 4 équipes, parmi les critères, on met 2 critères. Le premier, c'est d'essayer d'avoir une équipe locale, parce que c'est effectivement important de pouvoir donner la chance et les talents ne manquent pas. Et puis le deuxième, ça me donne l'occasion de le dire, d'avoir aussi une équipe d'une jeune génération. Parce que c'est un deuxième problème. Ces équipes, on leur renvoie toujours qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. S'ils n'ont jamais l'occasion de leur faire, ils ne peuvent pas progresser. Donc on ouvre cette opportunité. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, c'est le meilleur projet, la meilleure suggestion qui doit l'emporter. Merci. Je vous ferai un petit mot de remerciement après, mais je voudrais donner la parole à 2 membres du Conseil de développement qui sont au premier rang, qui ont conduit un projet autour d'Airbus et qui souhaitaient vous remettre un cadeau, le livre qu'ils ont réalisé, qu'ils ont écrit sur l'histoire d'Airbus à Nantes. Donc, Jean-Pierre Leroy, oui, ancien d'Airbus, président de l'association patrimoine du site Airbus. Et donc, à l'occasion du 80e anniversaire de l'usine, que vous avez visité, Madame la Présidente, le 2 juillet, n'est-ce pas, lors de la journée famille, hein, nous avons écrit ce livre avec le service communication de l'usine et avec le financement de l'usine de Nantes. Et donc, nous le mettons à disposition des gens qui sont intéressés par le patrimoine industriel du site nantais. Voilà. Voilà, j'ajouterai, je vais faire un peu de promotion, j'ajouterai que ce livre peut être acheté au tarif de 25 € pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ne manquez pas, il y a un exemplaire au Conseil de développement, donc si vous voulez le feuilleter, vous pouvez le feuilleter. Je vais en laisser quelques exemplaires ce soir, voilà, là, que vous pourrez partager. Voilà. Très bien, on va terminer donc notre séance maintenant. Il y a un petit verre de l'amitié pour la suite, mais je voulais, Madame la Présidente, vous remercier vraiment du temps que vous avez pris, de l'intérêt que vous portez à nos travaux, déjà des premières remarques que vous avez formulées sur nos productions. Et donc, je crois que pour le Conseil de développement, c'est un signe important que vous puissiez venir ici dire l'intérêt que vous portez justement à nos propositions et à nos travaux. Donc je voulais vous en remercier, comme je remercie les nombreux élus qui étaient là ce soir et qui également sont souvent intéressés par nos travaux. Je vais redire ce que vous avez dit, mais à Vertou, on a été très contents de voir Vertou initier finalement une sorte de déballoir autour de la sève qui a été extrêmement riche. Et je crois que c'est la preuve de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est en train de changer d'époque, on est en train d'imaginer des façons nouvelles de co-construire les projets. Donc merci encore beaucoup à vous, et puis à l'année prochaine.